Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Thérèse Altermatna-Singh, chef d'entreprise et présidente du Conseil des Mariannes de la République et d'Europe. Nous sommes toujours également avec Gratien Rukindi-Kiza, éditorialiste d'Africa 24. Place à notre Zoom société consacrée aujourd'hui à la surpopulation et ses conséquences dans la ville du Caire. Dans un pays en proie à des difficultés économiques et qui a connu des bouleversements politiques majeurs depuis 2011, la démographie prend plus que jamais des allures de bombe à retardement en Égypte. C'est précisément le cas sur le plan du logement et des logements. Il en manque. Leur nombre n'est pas suffisant pour les 20 millions d'habitants du Caire. Avec 50 000 habitants au kilomètre carré, la capitale est au bord de l'asphyxie. Mais voici quelques réponses de la part du gouvernement. Voici le sujet d'Aïssatou Diamanka-Besland. En Égypte, le gouvernement prévoit de créer des dizaines de milliers de nouveaux logements dans les prochaines années. Son objectif, désengorger les villes où s'installent de plus en plus les populations les plus défavorisées. Si l'ambition du gouvernement égyptien est louable, certains analystes s'inquiètent déjà de la faisabilité de ce projet immobilier. Ils craignent que les nouvelles résidences coûtent trop cher et soient au-delà des moyens financiers de la majorité des Égyptiens. Que le marché soit actif ou inactif, cela dépend de l'offre et de la demande. Si l'offre est supérieure à la demande, alors cela signifie que le marché est inactif. Un autre facteur qui peut conduire à la baisse dans le marché immobilier, c'est quand le promoteur offre un produit à un prix plus élevé que ce qu'il vaut. Ce qui va se passer dans ce cas, c'est une autorégulation. Les prix vont automatiquement diminuer jusqu'à ce qu'ils atteignent leur niveau réel. Ceux qui offrent des produits à des prix élevés ne seront pas en mesure de les vendre, et ce sera au profit du citoyen. En réalité, le gouvernement souhaite construire une nouvelle zone de résidence à 50 km à l'est du Caire, où il prévoit de construire 240 000 nouveaux logements dans les 5 prochaines années. Le besoin réel pour se loger s'observe dans la classe moyenne, divisée en un niveau supérieur et un niveau inférieur. Ce sont eux qui ont vraiment besoin de quitter les zones surpeuplées avec beaucoup d'infrastructures où la vie de tous les jours n'est pas facile. Ils sont à la recherche de plus d'espaces ouverts, conçus pour une vie plus paisible. Ce sont eux qui ont de vrais besoins. On ne prend pas en compte la classe la plus pauvre qui vit dans des bidonvilles et qui cherche des logements plus décents avec de meilleures conditions de vie. Ces derniers vont subir les fluctuations du marché où il y a un écart très important dans l'offre. Selon la presse locale, 150 000 logements à faible loyer ont été déjà livrés et 260 000 autres sont en construction. Les activités de construction sont particulièrement élevées le long du canal de Suez qui a été déclaré zone économique et spéciale à Gabal Galala dans les montagnes le long du golfe de Suez et d'Al Alamein sur la côte méditerranéenne. Alors cette problématique du logement se pose déjà depuis plus de 30 ans, même quasiment 40 ans en Égypte, du moins pour ce qui est de la capitale du Caire. Comment se fait-il que l'émergence d'un véritable marché du logement ne parvient pas à émerger en Égypte? Mais les politiques n'ont pas suivi parce que la ville, le Caire, c'est la ville la plus peuplée d'Afrique. Donc toutes ces personnes qui viennent, il va falloir les loger. Moi je me dis, le Caire est complètement saturé. Il va falloir voir en périphérie, construire des logements sociaux, permettre aux plus démunis de pouvoir se loger dans des logements quand même décents. Si on laisse tout ce monde qui vient, chacun va aller à la capitale, le Caire va imploser. Cette politique de logement a été un petit peu abandonnée par le gouvernement parce que pourquoi prendre le problème maintenant quand il est un peu tard? Il aurait fallu voir la démographie, calculer le nombre d'habitants. 50 000 habitants par mètre carré, c'est inadmissible, ce n'est pas possible. Ils ont vu venir et ils auraient dû quand même anticiper cette démographie. Maintenant, s'ils veulent construire des logements sociaux au Caire ou à Suez, ça va être exactement le même problème parce que ce sera ceux qui ont les moyens de se loger qui pourront le faire et les plus démunis resteront toujours en dehors de ces logements.
Gratien. Je pense que s'ils construisent beaucoup de logements, il y aura une baisse de prix, notamment au niveau des loyers. Mais en même temps, pour l'acquisition de ces logements, si une personne peut louer un appartement, la même personne est capable de l'acheter. Parce que c'est lui qui loue l'appartement. Le propriétaire, quand il loue l'appartement, c'est qu'il réalise une marge par rapport au remboursement du prêt. Donc c'est lui qui est locataire, peut en même temps l'acheter. Je pense que l'État égyptien pourrait encourager l'acquisition de ces logements, notamment par l'exonération des produits de construction en les important. Donc ça baisse le coût et en disponibilisant les terrains qui sont presque les mettre gratuitement à la disposition des promoteurs. Parce que, en soi, le problème de logement, pour moi, c'est un faux problème. Parce que les terrains existent dans tous les pays en Afrique pour construire. Il y a des gens qui ont besoin d'acquérir un logement, qui sont locataires, qui ont les moyens. Et question de l'argent, il n'y a jamais l'argent dans une économie. Si on suit bien l'économie monétaire, l'argent est toujours là. C'est le crédit qui crée l'argent. Le crédit, c'est le logement. Et puis, on a l'argent pour payer. Donc, ça ne pourrait pas poser un problème vraiment pour un pays. Et d'ailleurs, on le dit, quand le bâtiment va, tout va bien. Marie-Thérèse, vous voulez réagir? Mais ça risque de créer un autre problème, la spéculation. Parce que c'est la spéculation à la baisse. Tout à fait. À la baisse, ceux qui ont les moyens d'acquérir un bien, c'est ceux qui ont les moyens d'avoir un prêt bancaire. Les plus démunis qui n'ont même pas de compte, comment ils vont faire? Ils ne sont pas locataires. La spéculation va c'est qu'ils ne sont pas locataires. Parce qu'ils ne peuvent pas louer, parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Si on met à la disposition du marché, il y a beaucoup de logements, la spéculation ne peut pas être à la hausse. C'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup. Moi, j'ai un logement, le logement peut rester vacant. Je préfère baisser le prix, mais être loué, au moins gagner un peu, plutôt que de gagner zéro. Oui, mais moi, je me dis aussi permettre aux plus démunis d'avoir un certain pouvoir d'achat pour pouvoir payer ce loyer et pourquoi pas l'acheter après. Justement, c'est le cercle. Disons, quand on construit beaucoup de logements, il y a beaucoup d'emplois qui se créent et les gens démunis trouvent du travail et donc ils ont les moyens pour finalement, en fin de compte, à un certain moment, acquérir des logements à bas prix, donc qui sont à bas prix. Donc, ce qui fait que ce cycle de construction aussi crée des emplois, crée de la nouvelle richesse, crée des crédits, lesquels crédits aussi renvoient la masse monétaire au niveau de la population. Ça, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier aussi les plus démunis, parce que c'est eux toujours les... Après, c'est la politique sociale du gouvernement qui... Les dindons qui de la farce, parce que bon, ils seront toujours les laissés pour compte. C'est au niveau du partage des revenus. Tout à fait. Alors, on a toujours le sentiment que les autorités égyptiennes, mais pas que, puisqu'il s'agit d'une problématique qui concerne l'Afrique de manière générale, s'est laissé quand même surprendre par cette question. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous que ça ne concerne que l'Afrique. Alors, vous savez qu'en Europe, il y a aussi des mal logés et des sans domicile fixe. Bien sûr, mais là, on parle du continent africain. Bien sûr, c'est une problématique qui est mondiale. En Europe, le problème en soi, ce n'est pas un problème que le gouvernement ne voit pas, mais c'est un problème qui est, disons, qui est accepté, qui est même attisé, parce que les pouvoirs sont surtout des alliés des promoteurs qui veulent que les prix restent hauts, parce que si on construit beaucoup pour les démunis, les prix baissent et il y a des institutions qui ont racheté, qui font la spéculation. Boomerang. Vous venez de dire, quand on achète un logement, un bien, c'est pour avoir une plus-value. C'est un investissement. Alors, si on achète pour 10 ans, pour 20 ans, on prend un crédit, on finit de payer son crédit à un taux, bon, disons, entre 5 et 10%, et 10 ans et 20 ans après, on n'arrive pas à vendre son bien. Si oui, le vendre en dessous de sa valeur, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais non, ça ne sert à rien. De vendre en dessous de sa valeur, ça ne pose pas de problème parce qu'on l'a déjà utilisé, on a déjà remboursé le prêt. On a déjà remboursé le prêt finalement. Oui. Alors, on revient peut-être un petit moment sur l'Égypte et sur l'Afrique. Comment se fait-il que, bien entendu, pour compléter ma question, c'est une question qui est mondiale, mais il n'en demeure pas moins qu'en Afrique, ce n'est que maintenant, depuis ces 10-20 dernières années, qu'on commence un petit peu à parler du fait qu'il faut construire des logements sociaux. Parce qu'il y a l'exode rural. Ça, c'est le problème crucial. L'exode rural, les paysans n'arrivent pas à vivre de leurs terres, donc tout le monde vient dans la capitale pour faire des petits boulots, ils n'ont pas de logement. Et
les gouvernements n'ont pas prévu cet exode, donc ils n'ont pas pris le problème en amont pour se dire, voilà, il y a des gens qui viennent, où est-ce qu'on va les loger? Très souvent, quand vous quittez de votre village pour aller en ville, vous allez chez une tante, chez un oncle, chez un cousin, chez un frère, mais après, quand vous trouvez du travail, vous devez être autonome, vous voulez être, ce qui est tout à fait normal. Donc il va falloir maintenant que les gouvernements qu'il y ait une politique, une réelle politique d'investissement sur des logements sociaux. Ce problème est crucial parce qu'aucun pays n'a pris ça en amont et a investi pour des logements sociaux. Très souvent, dans certains pays d'Afrique, ceux qui construisent ces logements, ce sont des sociétés. Donc, qui dit société, il dit que voilà, il veut vivre, il veut aussi avoir des intérêts. Il faut que ce soit le gouvernement qui investit pour les logements sociaux pour que les gens puissent avoir un habitat digne. Alors sur place, vous parlez de construction. Est-ce que les entreprises qui sont actuellement sur place sont capables d'absorber plusieurs demandes de construction de milliers de logements? C'est ça aussi? Non, les entreprises n'ont pas la capacité et n'ont même pas la volonté, disons, d'absorber tous. Ils ont besoin de gagner de l'argent. Tant que l'État s'y investit, ne veut pas s'investir dans ce domaine, les entreprises vont dans le domaine qui est rentable, c'est les constructions pour les nantis, ceux qui ont les moyens. Donc, on pourrait, disons, dire que finalement, c'est une affaire de l'État. Revenons juste à une question que vous avez posée concernant elle a raison justement de parler. L'exode des ruraux, en fait, a surpris les dirigeants. Pourquoi? Il y a eu deux phases au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'exode, c'est qu'en fait, après la colonisation, disons, avait mis en place une politique agricole pour que les paysans arrivent à produire et aussi à manger. Les colons avaient besoin qu'il y ait la main-d'œuvre, les gens soient forts pour travailler. Et cette politique, les pays africains l'ont maintenue jusque dans les années 80 avec les politiques du FMI, de la Banque mondiale, qui ont demandé à diminuer les subventions à l'agriculture et à la santé, ce qui fait que les paysans se sont retrouvés avec des terres qui ne produisaient plus. Le paysan qui cultivait pour manger, qui arrivait à manger et à vendre une partie pour envoyer ses enfants à l'école et aussi, disons, pour se payer les vêtements. Maintenant, il se retrouve avec une terre qui ne lui donne même pas à manger. Donc, il s'imagine que finalement, s'il n'arrive pas à manger, qu'en ville, au moins, ils peuvent manger. Il va chercher en ville de quoi manger, de quoi nourrir sa famille. Donc, ça a été vraiment un délaissement de la campagne, un délaissement des pouvoirs, ce qui fait que c'est le principe des vases communicants. Dès que la campagne est pauvre, elle va en ville. Mais dès que la ville est pauvre et que la campagne redémarre, il y a un transfert aussi, parce qu'en dans certains pays, on a vu même des intellectuels repartir à la campagne parce que c'est là où ils pouvaient s'organiser, faire des petites coopératives et produire. Et donc, mais aujourd'hui, ce n'est pas cela qui se passe. Marie-Thérèse Altermat-Massing, toujours sur cette question du logement social. Je me dis, il faut aussi que les citoyens puissent aussi se mettre en accord avec le gouvernement. C'est-à-dire, quand il y a des associations de consommateurs qui réalisent qu'il y a un déficit quelque part, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne s'engagent pas, ils attendent que ce soit le gouvernement qui fasse tout. Alors s'engager à quel niveau, par exemple? Au niveau associatif. Engagez-vous et puis allez voir des banques, proposer aussi des projets. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Et après tout, le gouvernement, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est lui. Amener des idées, amener des propositions sous forme, je ne sais pas, de coopérative ou associative. Allez voir des banquiers, proposer aussi, je ne sais pas, de vous mettre ensemble pour construire des logements. C'est possible. Alors, Marie-Thérèse Altermat, mais qu'en est-il des plus pauvres, ceux qui ne peuvent pas aller voir une banque, demander un crédit? C'est de ces gens-là dont on parle ce soir. C'est via les associations qui pourront faire entendre leur voix. Parce qu'on ne sait pas combien ils sont. Si ces fonds recensés, ils se forment en association, on sait déjà que c'est une association, ils connaissent le nombre de personnes avec leur apport, aussi minime soit-il. Ici, on a vu ici en France, il y a plusieurs personnes qui se mettent ensemble, ils vont voir un banquier, ils achètent un immeuble où ils construisent ensemble et chacun prend une part et ils se mettent en accord pour rembourser. Si il arrive qu'un ne puisse pas rembourser, les 9 autres ou les 15 autres vont rembourser en attendant que lui aussi. Donc, c'est aussi des solutions. Bon,
Vous me direz, c'est un peu... Alors, il faut des garanties. Alors, ces gens-là ont des garanties. Il y a tout un accompagnement. Oui, en Afrique, on ne voit pas le banquier même recevoir un pauvre, ne fût-ce que même lui donner, disons, l'occasion de rencontrer le banquier. Le pauvre, il ne verra pas le banquier. En plus, on ne peut pas se mettre ensemble. À la campagne, déjà, le logement, chacun peut essayer de construire sa petite case, il peut vivre. Mais si les pauvres, déjà, même en se mettant en association, en pauvre, plus en pauvre, plus en pauvre, sans les moyens, c'est égal en pauvre. Mais en ville, si on n'a pas de travail, même quand on a un travail, un petit travail, chacun a besoin de sa maison, de son appartement. Il n'aura pas besoin d'un appartement commun, ce qui fait que finalement, les pauvres sont pauvres, sauf si l'État intervient pour les accompagner, comme certains pays qui mettent en place une politique de lutte contre l'extrême pauvreté. Un cas comme le Rwanda, il suffit de voir comment ça se passe. Mais ailleurs, le pauvre, il est laissé à lui-même. Même s'ils se mettent en commun, on va se dire c'est l'association des pauvres, donc qui ne peuvent pas accéder au crédit. Au moins, si jamais l'État se met en place, par exemple, des garanties pour garantir une certaine catégorie de pauvres, des orphelins ou autres, pour qu'ils accèdent au moins au crédit garanti par l'État. Mais ceux qui sont pauvres en ville, ce sont les gens qui ont des terres dans leur village. Et la terre, mais qui peuvent pas vendre les terres. La terre vaut quand même. Ils peuvent mettre la terre qui appartient à la famille. Oui, tout à fait. Une partie, pas toute, mais c'est quand même une caution. Non, la terre, aucun banquier ne va accepter. La terre, déjà en Afrique, les terres ne sont pas cadastrées. Les terres appartiennent à des familles. Aucun banquier ne va se mettre à valoriser la terre qui se trouve à la campagne. Parce que déjà, la valeur de ces terres par rapport... Le banquier a besoin de quelque chose. Si vous n'arrivez pas à payer, il peut vendre. Une maison, il peut vendre facilement. Une voiture, rarement il va se mettre à... Parce que si vous faites l'accident, ça pose un problème. Mais la terre, combien on peut l'acheter? On peut acheter la terre à 1 million. La terre qui vaut 1 million aujourd'hui, demain, ça peut valoir 10 000. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Marie-Thérèse Altermat-Massing, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et présidente du Conseil des Mariannes de la République et d'Europe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gratien Rukindi-Kiza, notre éditorialiste, merci pour vos éclairages tout au long de cette émission. Merci Zara, bonsoir à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, bonsoir. Thank you.